Dans ce cours, on va parler des moyens pour épanouir nos élèves et alors aller vers la science pour réussir. Alors on va regarder les différents moyens qui vont nous permettre de mieux assurer les cours, de mieux donner cours et de mieux transmettre notre science. Alors, les points qu'on va développer tout au long de cette présentation seront les points donc, de la pédagogie active, la matière du cours, le matériel à utiliser pour travailler, l'informatique, pourquoi l'informatique? En tout cas, les points que j'ai choisis par rapport à ça, et puis on terminera par la conclusion. Alors, le premier point, on va parler de la pédagogie active. Bien sûr, c'est une introduction ici, puisque j'ai les leçons proprement dites à celle-là par rapport aux différentes pédagogies actives. Alors, la mise en pratique de ça, l'utilisation de la pédagogie active, on va parler d'abord des pédagogies qu'on appelle donc actives, mais d'animation. Comment faire les animations avec les élèves. Il y a ce qu'on appelle la classe dialoguée, questions-réponses. C'est pour justement contrer par rapport à tout ce qui est théorique. Eh bien, je pose des questions et j'essaie de faire parler les élèves. Et chaque réponse de l'élève, même si ce n'est pas la bonne réponse, elle est constructive. C'est grâce à ça qu'on peut essayer de trouver une alternative pour que l'enfant puisse essayer de trouver, à travers ces questions, la bonne réponse. Donc une question, puis trouver la réponse. Et donc c'est comme ça qu'on fait une découverte d'une nouvelle matière. Question-réponse. Ça vous arrive souvent, vous le faites des fois, vous posez la question exprès pour essayer de voir si les élèves connaissent, s'il y en a une partie qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Mais c'est une manière d'arriver à faire comprendre et connaître le contenu du texte ou que sais-je à travers une question-réponse. Comme ça, ça varie la manière de donner cours. Une fois qu'on fait ça, par exemple, on pourrait juste après utiliser une technique d'animation de groupe. Eh bien, voilà, on a travaillé un texte, on a posé des questions, chacun a interagi et chacun a sorti des réponses, des choses et ça nous a permis déjà de mieux voir le contenu. Et puis après, je me dis, je vais utiliser une technique d'animation de groupe. Je prends par groupe pour essayer de répondre à des questions que j'aurais peut-être mis en place ou de trouver ensemble la compréhension du texte en séparant par exemple le texte en plusieurs parties et je mets plusieurs groupes qui vont travailler sur ce texte. C'est un exemple de texte mais ça peut être n'importe quoi. Donc ça veut dire travailler en groupe. C'est animé et après chacun va donner ce qu'il a trouvé et ça fait une animation. Comme ça il y a une interaction, on travaille et on devient un coach. On n'a plus qu'à simplement demander ce que le premier groupe a trouvé, le deuxième groupe, le troisième groupe. Voilà, dans n'importe quel cas, dans l'objectif de votre leçon. Vous mettez ça en place avec une animation de groupe. Après, on a le travail personnel. On peut demander quelque chose de personnel qu'on relie dans un groupe. Il peut se faire de manière individuelle ou de manière groupe. Ça veut dire que je peux demander à tout le monde de faire des recherches, par exemple. Et puis, je constitue les groupes de manière aléatoire, à l'aide de logiciels ou que sais-je. Et alors, on les regroupe ensemble et chacun va venir dire ce qu'il a trouvé pour essayer de constituer les réponses aux questions qui ont été posées. Ça veut dire la fiche que vous avez mis en place, que les élèves doivent suivre pour pouvoir aboutir à trouver les réponses, la traduction du texte, ou que sais-je. Donc chacun à l'aide de ça. Donc tout le monde travaille de manière individuelle pendant 10 minutes, et puis je reprends les groupes pour compléter, essayer de trouver l'information. Donc c'est une technique différente. Comme ça, on change de technique. On ne travaille pas toujours de la même manière. Ça veut dire que ce n'est pas que le prof qui donne, l'élève subit, et après, il doit essayer de se comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle de la pédagogie passive. C'est l'ex cathedra, c'est nous on parle, les élèves écoutent, écrivent, et puis après on les laisse travailler tout seuls. Donc là, on essaie vraiment que chacun va s'entraider, individuel, et puis on met un groupe dedans. La pédagogie audiovisuelle. Donc je peux prendre quelque chose où il n'y a que de l'audio ou que du visuel. Sans audio, ils doivent essayer de parler eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais l'audiovisuel, c'est une vidéo forcément, il y a l'audio et le visuel. Donc, je peux demander le texte et puis je peux venir mettre peut-être, pour le même projet ou tout un autre projet, venir mettre ce texte, mais c'est une histoire, on l'écoute et à travers tout ce qu'on avait déjà récolté, on peut essayer de voir la compréhension qui a été trouvée et s'il manque quelque chose, peut-être grâce à l'audiovisuel, ça permettrait de pouvoir comprendre. Dans le cas ici, on parle par exemple de l'arabe, eh bien justement, tu donnes des textes en arabe, ils doivent essayer de le comprendre. Ça aurait pu être en anglais, en néerlandais ou que sais-je. Ça va? Donc voilà, ça ce sont différentes pédagogies d'animation. C'est pour essayer qu'il y ait une interaction d'animation dans la classe pour donner cette envie. Un peu comme quand on joue, on fait des petits jeux de société, etc. Ça va? On continue toujours là-dessus. Maintenant, on va parler toujours de la pédagogie, toujours actif. Quand on parle d'actif, c'est-à-dire que c'est l'élève qui doit être actif et ce n'est pas
le prof qui bouge, qui parle et qui donne tout, et les élèves n'ont qu'à écouter. C'est ça la pédagogie active. Donc ici, quand on parle d'actif, de didactique, on va prendre par exemple des jeux maintenant, des jeux de rôle, des jeux de simulation. On peut créer des jeux à travers l'atelier qu'on a. Et on essaye de faire travailler les élèves. À travers le jeu, ils vont trouver les réponses par rapport au texte, par rapport à pas mal de choses. Ça dépend ce que vous aurez choisi, bien sûr. Ici, je parle de texte parce qu'on était parlé du principe de comprendre un texte qui était, par exemple, écrit en arabe ou en français ou en anglais ou en que sais-je, mais pour le traduire sur une autre langue. Là, le comportemental, c'est l'essai-erreur. Il faut permettre à l'élève d'essayer et de faire des erreurs. Parce qu'on dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors, il faut accepter l'erreur de l'enfant. C'est pas parce qu'il a fait une erreur et on lui dit « Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est du n'importe quoi là. » Non, que du contraire. Il faut plutôt trouver l'erreur qu'il a faite, essayer de voir comment elle peut être le plus proche possible de la réponse qu'on attendait. Pour lui dire « Très bien, tu es pas loin. Regarde, pense, ceci, ça te conduit vers telle pensée ou telle pensée. » Donc, ça veut dire que tu dois diriger l'élève pour qu'il s'oriente pour arriver sur la bonne réponse. Donc, c'est comme si tu donnais des chemins. Tu dis non, plus à gauche, là, tu vas trouver quelque chose qui est là, tu tombes plus à droite. En fait, tu donnes, à travers les erreurs qu'il a fait, des consignes qui vont lui permettre d'aller trouver la bonne réponse. Donc, essai-erreur, j'appelle ça aussi les contrôles qu'on fait, mais formatifs. C'est-à-dire, vous faites des petits tests d'évaluation, mais il y a des points dessus, mais qui ne comptent pas pour le bulletin. C'est simplement pour qu'ils puissent se rendre compte que, si c'était pour des points, je n'ai pas eu suffisamment de points. Ou si c'est pour des points, un autre va dire « j'ai bien répondu, dommage que ça ne compte pas. » Mais néanmoins, si tu as bien répondu, ça veut dire que l'évaluation que tu vas voir qui va être sommative, qui va être comptée pour le bulletin, va ressembler à ça. Ça veut dire que tu es déjà dans le bon. Donc l'essai-erreur, il faut faire. On ne va pas dire à des élèves « Voilà, je vous ai tout montré, est-ce que vous avez tous compris ?» Ils vont tous dire oui. Quelqu'un n'a pas compris? Même celui qui n'a pas compris n'osera pas lever la main. Du coup, tu dis je pense que tout le monde a bien compris, je pense, ça c'est ce que vous pensez vous. Et puis la semaine d'après, vous faites une évaluation et vous vous rendez compte que la moitié n'ont pas réussi. Alors si la moitié n'a pas réussi, ce n'est pas les élèves. C'est-à-dire, le problème provient d'où? Du professeur. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'alternative pour pouvoir améliorer notre façon de donner cours pour permettre à l'élève de mieux réussir. Alors, il ne faut jamais dire « j'ai tout dit en classe, vous avez tout vu, j'ai tout montré au tableau, vous êtes maintenant capable de pouvoir réussir ». Non, il faut faire les essais-erreurs en faisant des petits tests, des tests essais-erreurs et formatifs. On appelle des tests formatifs. C'est ça, c'est là où vous allez vous permettre ça va vous permettre de voir est-ce que les élèves ont compris ou pas. Aujourd'hui, j'ai tout expliqué, je fais un petit test pour voir, formatif, et à la fin, on se corrige et on voit que, tiens, il n'y en a que 5% qui n'ont pas vraiment bien compris. C'est-à-dire que pour eux, je leur donne une activité, je leur donne peut-être une explication en plus pour qu'ils puissent bien la maîtriser. Comme ça, la semaine d'après, on peut faire une évaluation sommative, c'est-à-dire qu'elle va compter pour les points du bulletin. La différenciation. Donc, quand on parle de différencier, c'est-à-dire que vous avez une classe, mais c'est rare, ou alors si vous avez de la chance, c'est que tous les élèves de la classe ont le même niveau. S'ils ont le même niveau, c'est formidable. Mais vas-y, pour avoir le même niveau dans la même classe, c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ces cas-là, on va faire une pédagogie différenciée par rapport aux élèves, les niveaux des élèves. Je vais faire des activités d'apprentissage variées pour que l'un qui va plus vite arrivera à acquérir les compétences avant un autre, mais ce n'est pas pour autant que je vais négliger celui qui n'a pas tout à fait les compétences, qui n'a pas une bonne maîtrise, de le laisser sur le côté. Il va arriver à son rythme, récompensé à son rythme, et l'autre récompensé à son rythme. Chacun, celui qui va plus vite et celui qui va moins vite, mais qui apprend aussi bien. Comme on a dit tout à l'heure, si par exemple j'ai des enfants, ils vont chez le logopède, ils ont pas mal d'activités à la maison, plus les devoirs de l'école, plus des activités sportives, et on lui demande encore un supplément par rapport à quelque chose qu'il doit faire, dans notre cas ici, par exemple, le week-end. Donc, il faut se dire, cet enfant-là, il lui faut plus d'efforts qu'un autre, mais il a quand même le mérite de voir ses notes évoluer, donc on peut le féliciter. Donc ça va être, c'est-à-dire un rythme d'apprentissage à une vitesse différente dans la classe. Mais on essaie d'atteindre, par exemple, si on veut faire une évaluation, on a 5 compétences qu'on voudrait maîtriser,
ils sont tous réussis à faire 3 compétences, je fais une évaluation sur 3 compétences, par exemple, la semaine d'après. Les autres, je vais attendre, ils arrivent au même rythme, et puis je peux faire évaluer tout le monde sur toutes les compétences que j'ai visées. Ça va? Donc la différenciation, ça c'est quand vous avez des enfants dans la classe, ils n'ont pas des niveaux identiques. Si vous avez des niveaux identiques, c'est merveilleux. Donc moi, je pars du principe que la différenciation, la majorité des classes, on a toujours amené à avoir des niveaux tout à fait différents. Donc il faut mettre en pratique ceci aussi. De projet. Là, c'est le fait de mettre en place des projets. Et quand on met un projet en place, c'est-à-dire que les élèves voient loin. Ça veut dire qu'ils doivent travailler sur un projet. Mais un projet ne se travaille pas sur un cours, se travaille sur plusieurs cours. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place un projet de construction, de création de quelque chose dans le thème par rapport à votre cours. Et vous donnez un délai, un projet avec un délai, un deadline. Et on voit les évolutions de cours en cours pour voir si les élèves sont bien arrivés là où il faut. Parce que ça pourrait que les élèves attendent la dernière minute pour travailler à fond dans le projet. Mais en réalité, ils n'auront pas une bonne perception de l'apprentissage de ce projet. Mais si on le fait au fur et à mesure et chaque cours qui suit, on s'assure qu'ils sont arrivés à des deadlines qu'on a donnés. Donc ça veut dire qu'on a dit, voilà, pour premier cours, il faut que vous ayez au moins fait ça, le deuxième cours, au moins ça. Et on surveille, on veille ça, on regarde l'aiguille, est-ce qu'on est bon? Si on voit qu'il n'y a pas suffisamment de temps parce que tous les élèves n'arrivent pas à atteindre les objectifs que j'ai demandés, c'est que peut-être ce que j'ai demandé est trop fort, trop lourd. Donc ça veut dire qu'il faut que je régule. Je rajoute un cours en plus ou 2 cours en plus. Si c'est le contraire, je m'aperçois qu'ils vont plus vite, bah, peut-être que le projet sera terminé plus tôt. Eh bien, je pourrais dire que si vous avez fini plus tôt, vous aurez encore le mérite d'avoir une récompense parce que vous avez travaillé dessus et vous avez prouvé que vous pouvez le faire encore en moins de temps. Un peu comme dans le travail, on lui dit à un employé, eh bien, tu as ton salaire fixe et plus tu m'apportes de clients supplémentaires, plus tu as des bonus en plus. Tu reçois un salaire supplémentaire. Donc, c'est à peu près la même chose dans le cas de figure pour les enfants. Alors, par projet, là, c'est un projet qui est long et puis on peut mettre plusieurs projets. Attention, quand je parle de projet, c'est dans le cadre de notre cours. C'est des missions d'apprentissage de lecture, de vocabulaire, de traduction de français à l'arabe, l'arabe au français. C'est ça, en fait. Hein, le projet, c'est un gros projet complet que je voudrais mettre en place avec les élèves. Par projet, c'est que j'en ai plusieurs et chacun doit atteindre ses objectifs. Donc, il faut prendre votre cours et ça, grâce au planning annuel, on décortique. Et après les préparations de leçons, c'est ça qui va nous déterminer de voir ce qu'on peut faire comme projet ou par projet. Tout ça, c'est pour varier la manière de donner cours, pour ne pas donner toujours le cours de la même manière. Moi, je parle, ils écoutent, puis je fais question-réponse, question-réponse. La majorité des cours, je les entends souvent faire comme ça. Ils donnent, et puis ils font question-réponse, et puis hop, on travaille, et puis on essaie de traduire simplement. Non, il faut varier les méthodes. Pourquoi varier les méthodes? Parce que le fait de varier ne permet à l'enfant d'être éveillé. Il ne s'endort pas en classe, parce que ça change tellement vite. Quand je compare avec certains films, vous avez certains films américains qui sont toujours actifs. Vous prenez même des films français ou belges. Des fois, ils sont tellement raplapla, on comprend presque ce qui va arriver. Et donc, on est moins attiré, on a même le temps de se lever, aller chercher quelque chose à la cuisine et revenir. Mais quand c'est un film américain, tu n'arrives même pas à te lever tellement que la caméra change de position tout le temps et d'action et de lieu. Et donc, on n'a pas le temps parce qu'on a toujours peur qu'on va louper quelque chose. Eh bien, c'est la même chose ici. Le fait de varier ces manières de donner cours, toutes les 10, 15, 20 minutes maximum, ça dépend dans quoi bien sûr, changer sa méthode de donner cours va mieux permettre aux élèves d'être actifs, être concentrés. Que si vous parlez de la même manière pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mais vous allez perdre les élèves, ils vont commencer à être bavards, ils vont commencer à ne pas écouter, et vous allez chaque fois dire, tu écoutes, arrête, écoute, un tel, écoute. Donc du coup, en finalité, ce n'est pas l'élève qui est fautif, c'est vous qui l'endormez, parce que vous ne changez pas la manière de donner cours. Il faut varier, il faut les faire bouger, autant que vous, dans la classe, bougez. Vous marchez une fois dans le fond de la classe quand vous parlez aux élèves, comme ça, ils vous suivent du regard, ça les fait bouger aussi, pour pas qu'ils restent toujours immobiles comme ça, et en finalité, ils ne restent pas éveillés. D'accord? Donc c'est ça au niveau de la pédagogie. Alors maintenant, dans la pédagogie active, il y a aussi ce qu'on appelle les pédagogies d'encadrement. Il y a pas mal d'autres, mais j'en ai cité 3 ici pour résumer un petit peu. L'encadrement, c'est quoi? Eh bien, c'est là où on peut faire des contrats avec des élèves. On a des contrats des élèves qui n'arrivent pas. Eh bien, je fais des contrats avec eux. Des contrats, ou alors des élèves qui sont perturbateurs. Je fais un contrat avec lui.
tu as des élèves qui ne sont pas faciles, je fais un contrat avec lui, s'il respecte telle chose, ben, il devra signer effectivement. Et donc dans ces cas-là, cet élève-là, avec un contrat que j'aurais établi avec lui par rapport à des règles que j'aurais mis en place, parce que moi je sais ce qui me dérange, je mets en place tout ça, et s'il respecte tout ça, voilà, donc il aura le mérite d'avoir les bonnes notes, parce qu'il pourra bien participer, donc il aura forcément une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise des compétences, et donc du coup il va mieux réussir. Ça va? Donc aussi bien au niveau cours, au niveau comportement. C'est dans les deux cas, hein, ça peut être pour le cours. Après, on a le contrat, mais ici, d'encadrement au niveau de la réussite. Ça, c'est un enfant, il est très sage, mais il n'y arrive pas. Alors, on va plutôt travailler avec lui avec des contrats comme ça, pour la réussite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour qu'il puisse mieux réussir? À vous de déterminer quelles sont les compétences que vous voyez qu'il ne maîtrise pas, que ça ne va pas. Eh bien, je ferai un contrat avec lui pour lui dire, voilà, pour que tu aies une meilleure lecture, voilà ce qu'il faut faire. Il faut lire ça, voici quelle manière il faut faire. On peut lui faire des petites vidéos, par exemple, explicatives, ou lui donner des vidéos qui existent, qui expliquent la méthode de la lecture, par exemple. L'écriture, pareil, on lui donne, par exemple, une feuille avec les lignes bien, même si c'est avec des pointillés au début, pour qu'il sache comment, même s'il est plus grand, hein, mais montrer comment faire une belle écriture, etc. Donc là, c'est vraiment pour la réussite, voir ce qu'il a besoin. Les mots de vocabulaire, il est nulle part. Eh bien, on va travailler avec lui les vocabulaires. Donc, on aura un petit contrat avec lui par rapport à ça. Avec, bien sûr, toujours des deadlines. On donne des dates, c'est pas je le dis et puis voilà. Non, on voit l'évolution. Il faut vraiment vérifier l'évolution. Et après, on a l'interdisciplinarité. Là, ça dépend, bien sûr, de certains cours. Dans les cours, quand on prend à l'école, bah, il y a français, maths, etc. On pourrait faire travailler entre d'autres cours. Dans le cas où je donne qu'un seul cours, je donne par exemple la langue arabe, j'ai qu'un seul cours, je pourrais travailler avec d'autres classes, d'autres niveaux, ou bien du même niveau, et essayer de faire des échanges. Par exemple, je pourrais dire, bah tiens, j'ai des enfants un peu plus petits, les autres sont un peu plus grands, ben, j'aimerais bien une fois les regrouper ensemble et faire une activité ensemble. Ou bien choisir, normalement le programme doit être unique, mais on pourrait travailler avec un grand et un petit, travailler ensemble, un grand, un petit, pour essayer de travailler ensemble avec une autre classe. Pour ça, il faut tomber bien sûr dans les mêmes horaires. C'est ça, le fait de faire ça, c'est vraiment ce point-là, c'est pour mélanger des élèves et travailler avec les autres classes ou les programmes simplement croiser avec d'autres niveaux pour être certain que l'élève puisse atteindre les objectifs. Alors, la matière du cours maintenant, le point suivant. La matière du cours, quand je parle de l'uniformisation, c'est quoi? Normalement, dans le cadre de nos cours, je parle. Après, dans le reste des écoles de la communauté française, c'est autre chose. Mais ici, dans des cadres du cours qu'on donne l'apprentissage de la langue arabe, ou ça aurait pu être une autre langue, on part du principe que tout niveau doit travailler de la même manière. Donc, les professeurs travaillent ensemble les préparations de leçons. C'est-à-dire que si vous avez tous des niveaux de préparatoire, mais les préparatoires doivent tous se réunir ensemble pour faire le même programme, travailler les mêmes choses. Peu importe l'âge. Parce que vous pourrez me dire, oui, mais les miens sont petits, les autres sont grands, les autres sont moyens, etc. Non, non, on travaille les mêmes choses. C'est la manière dont on travaille en classe qui sera différente. J'ai le même programme, j'ai les petits. Ben, le programme, on l'a planifié que par rapport à l'horaire qu'on a, c'est suffisant. Donc, je travaille avec eux cette partie-là. Et pour les élèves qui sont plus grands, ben, ils auront le même programme, ils auront peut-être fini plus tôt. Eh bien, je vais travailler ce programme de façon différente, l'attaquer d'une autre manière, pousser un peu plus loin la même matière avec des activités, des jeux, des tests pour essayer, pour aller encore plus loin, pour qu'il soit encore peut-être plus maîtrisé. Rajouter peut-être des informations supplémentaires, mais qui ne sortent pas des compétences qui sont visées. Comme ça, vous avez le même niveau, les évaluations, on peut dire, ben, moi, ils sont plus grands. Le test qu'on a préparé pour les petits, bah forcément pour les grands, c'est trop simple pour eux. Mais je peux mettre les mêmes questions. Imaginons que je fais un questionnaire avec 5. Je les donne aux petits et aux grands. Mais les petits, je leur dis, les 3 premiers, vous devez répondre. Les 2 dernières, c'est bonus. Voir un petit peu si vous êtes capable de pouvoir y répondre par rapport à vos connaissances. Et des fois, vous allez être surpris. Les petits vont peut-être déjà répondre mieux que les grands. Mais il ne faut pas dire, non, ils sont plus petits, bah, je leur fais que 3 questions. Les autres, je leur fais 5 questions. Je leur rajoute 2 supplémentaires. On laisse le même, mais on cote sur moins. Et les autres, on les laisse de réserve pour pouvoir faire un test avec et voir. S'ils réussissent tous, bah, c'est bon. Ça veut dire que je peux le coter.
c'était sur 5, ben, je les mets sur 5. Si pas, ce serait sur 3. Et les autres, je les laisse simplement en tant que bonus. Si jamais ils ont une faiblesse quelque part, c'est des points qu'ils auront toujours pour permettre de rattraper par rapport à des compétences qu'on a déjà vues les mêmes auparavant, pour lesquelles ils n'avaient pas suffisamment de points. Ça va? Alors, je disais les évaluations semblables. Je me suis avancé, c'est le point suivant. Donc, il faut qu'elles soient identiques. Les matières du cours, identiques et adaptées au niveau de nos élèves. C'est-à-dire, c'est la même chose, simplement, je vais un peu plus en profondeur, je vais peut-être plus les faire travailler, etc. Mais c'est le même texte, les mêmes choses. Voilà, c'est pour garder, en tout cas dans le cadre de nos cours qu'on donne ici, pour qu'on ait les mêmes niveaux. Parce que quand l'année d'après les élèves passent, il suffit qu'il y en ait un qui était dans la classe des petits, mais il approchait de l'âge de ceux qui étaient le plus grand, il va se retrouver dans la même classe, il va dire, mais moi j'ai pas vu ça l'année dernière, moi j'ai vu ça, non, moi j'ai pas vu ici, non. Ils ont tous vu la même chose, et ça permettra de les garder tous dans le même niveau et avoir le même programme. Alors, atelier organisé entre les niveaux. Ça, c'est des activités qu'on peut faire entre les niveaux. Des fois, on pourrait les prendre tous ensemble et on pourrait faire des petites activités d'atelier, comme on avait vu tout à l'heure, les pédagogies de travail de groupe. Mais non, lui, c'est le groupe de classe, mais je peux prendre des groupes. Je prends des élèves de là, les élèves de là, je les prends, on mélange, ils reviennent dans ma classe, je mélange un petit peu, je fais des groupes tout à fait différents avec des élèves du même niveau que moi, mais dans une autre classe, et je peux travailler avec eux pour vraiment leur permettre d'être dans une autre classe, dans un autre, pas sur leur terrain, et voir un peu comment ils réagissent par rapport au travail demandé. Et donc, on voit un petit peu s'ils ont une bonne compréhension des choses.